Début 2009, le retour impossible. Il est début 2009 et Michael Jackson se réveille chaque matin dans une maison qu'il ne possède même pas, une maison louée à Holmby Hills parce que Neverland a été saisi, parce que les dettes ont tout avalé, parce que les procès ont tout pris, parce que les avocats ont tout mangé, parce que les médias ont tout sali. Il se lève, il regarde dans le miroir, il voit un homme de 50 ans qui en paraît 70, il voit les cernes noires qui ne partent plus, il voit les pommettes trop saillantes, il voit les mains qui tremblent quand il essaie de tenir un verre d'eau, il voit les yeux qui fuient, il voit la peau qui pend, il voit la peur qui a pris la place du sourire, il voit un homme qui a été le plus grand artiste du monde et qui n'a plus rien, plus de maison, plus d'argent, plus de paix, juste des dettes, 400 millions de dollars de dettes, des huissiers qui frappent à la porte, des créanciers qui appellent, des avocats qui menacent, des fans qui croient encore en lui, et lui il croit encore en lui aussi, il croit qu'il peut revenir, qu'il peut remonter sur scène, qu'il peut faire hurler 50 000 personnes une dernière fois, alors il signe pour 50 concerts à l'O2 Arena de Londres, 50 dates d'affilée, un record absolu, un défi impossible, il signe parce que c'est la seule porte de sortie, la seule façon de payer les dettes, la seule façon de redorer son nom, la seule façon de prouver qu'il est toujours le King of Pop. Les billets partent en 4 heures, le monde entier hurle de joie, les journaux titrent « Michael is back », les fans pleurent devant leur ordinateur, ils imaginent déjà les moonwalks, les cris, les lumières, les larmes, mais ceux qui le voient tous les jours, ceux qui le voient marcher lentement dans le couloir, ceux qui le voient s'asseoir et regarder dans le vide pendant des heures, ceux qui le voient prendre des médicaments par poignée, ceux-là savent que ce n'est pas un retour, c'est un suicide en direct, c'est un homme qui se jette dans le feu pour ne pas mourir dans l'oubli, et personne n'ose lui dire stop, personne n'ose lui dire que 50 concerts c'est trop pour un corps usé par 30 ans de danse, de stress, de médicaments, de nuits blanches, de brûlures, de fractures, de douleurs, personne n'ose parce que tout le monde a besoin qu'il réussisse, AEG Live a besoin des millions, les créanciers ont besoin d'argent, les fans ont besoin d'espoir, les enfants ont besoin d'un père qui gagne, et Michael a besoin de croire qu'il peut encore voler, qu'il peut encore faire vibrer le monde, qu'il peut encore être aimé, alors il signe, et le compte à rebours commence. Les répétitions, la machine qui broie le roi. Il arrive au Staples Center tous les jours, parfois à midi quand le soleil de Los Angeles brûle les trottoirs, parfois à minuit quand la ville s'endort sous un ciel violet, il sort de sa voiture en manteau trop grand, lunettes noires, chapeau, il marche lentement, il a froid même en été, il monte sur scène, il salue l'équipe d'une voix faible, presque un murmure, il commence à répéter, il veut que chaque pas soit parfait, chaque note soit parfaite, chaque lumière soit parfaite, il hurle sur les techniciens quand un spot est mal placé, il pleure quand une chorégraphie ne fonctionne pas, il dit « Je veux que ce soit magique, je veux que les gens oublient leurs problèmes pendant 2 heures », il danse comme à 20 ans, il fait le moonwalk sur le sol lisse, il fait tourner son chapeau imaginaire, il chante « Billy Jean » avec une voix qui tremble parfois sur les aigus, il s'arrête au milieu d'un couplet, il regarde dans le vide comme si un fantôme lui parlait, il murmure « Je suis fatigué, tellement fatigué », puis il reprend comme si de rien n'était, il continue jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que ses jambes tremblent comme des feuilles, jusqu'à ce que sa voix devienne un filet, jusqu'à ce que ses yeux se ferment tout seuls au milieu d'une chanson, et chaque soir il rentre chez lui, il s'allonge, il regarde le plafond, il murmure « Je dois y arriver, pour mes enfants, pour mes fans, pour moi », mais son corps crie non, son corps supplie stop, son corps sait déjà que la fin est proche, et chaque jour il perd un peu plus de lui-même, chaque jour il s'efface un peu plus, chaque jour il devient un peu plus une ombre qui danse encore. Le docteur Conrad Murray, l'homme qui tenait la seringue et qui a tout changé. En mai 2009, Conrad Murray entre dans la vie de Michael comme un sauveur providentiel, un cardiologue qui accepte 150 000 $ par mois pour suivre le chanteur partout, pour le maintenir en vie, pour le maintenir debout. Murray arrive avec des valises de médicaments, des bouteilles d'oxygène, des perfusions, des seringues. Il dit « Je vais m'occuper de tout, Michael, vous pouvez me faire confiance », il s'installe dans la chambre d'à côté, il devient le gardien du sommeil de Michael, parce que Michael ne dort plus, il n'a pas dormi plus de 2 heures par nuit depuis des mois. Il dit « Je ne peux pas dormir. Si je ne dors pas, je ne peux pas chanter. Si je ne chante pas, je suis mort. » Alors Murray lui donne des benzodiazépines, du lorazépam, du midazolam, du diazépam, et quand ça ne marche plus, il sort le propofol, ce lait blanc anesthésiant utilisé dans les blocs opératoires pour endormir les patients. Il le branche sur une perfusion. Il dit « Ça va te faire dormir comme un bébé. » Michael,
tu vas te reposer enfin. Michael ferme les yeux, il dort enfin, mais c'est un sommeil artificiel, un sommeil de mort, un sommeil sans rêve, un sommeil qui ronge le corps de l'intérieur, et chaque nuit Murray augmente la dose, chaque nuit il joue à la roulette russe avec la vie du King of Pop, chaque nuit il reste assis au bord du lit à regarder la perfusion couler, à écouter le bip du moniteur cardiaque, à noter les heures sur un carnet. Et personne n'ose poser de questions. Personne n'ose demander ce qu'il y a dans ces bouteilles, parce que Murray est le médecin, parce que Murray dit que tout va bien, parce que Murray est payé pour que tout aille bien. Mais au fond tout le monde sait qu'il ment, tout le monde voit que Michael devient une ombre qui danse encore mais qui s'effrite un peu plus chaque jour, une ombre qui sourit encore mais dont les yeux sont déjà morts. Les signes que tout le monde a vus mais que personne n'a voulu voir. Karen Fay, la maquilleuse qui le connaît depuis 30 ans, voit les cernes noires qui ne partent plus même avec 3 couches de fond de teint. Elle voit les mains qui tremblent quand il tient le micro, elle voit les yeux qui fuient quand on lui parle, elle voit qu'il a froid tout le temps, qu'il porte 3 pulls même en plein été, elle voit qu'il oublie les paroles qu'il a écrites lui-même, elle pleure dans sa loge, elle dit à Kenny Ortega, il va mourir, Kenny, il va mourir si on continue. Kenny Ortega envoie des mails désespérés à AEG, Michael est en danger, il faut arrêter. Mais AEG répond, le show doit continuer. Les assurances refusent d'assurer la tournée si Michael ne passe pas les tests médicaux. Murray signe des papiers, il dit que Michael est en parfaite santé. Il ment, tout le monde sait qu'il ment, mais tout le monde ferme les yeux, parce que l'argent, parce que la gloire, parce que la peur de dire stop au King of Pop, et chaque jour les signes s'accumulent. Chaque jour Michael semble plus fragile, plus distant, plus hanté, mais la machine continue à tourner, parce que personne n'ose arrêter la machine. 23 juin 2009, la dernière répétition, la magie une dernière fois. Il arrive au Staples Center à 21h, il est mince, trop mince, il a froid, il porte un manteau malgré la chaleur, mais quand la musique commence quelque chose se passe, il se redresse, il sourit, il danse comme à 20 ans, il fait « They don't care about US » avec une rage qui fait trembler les danseurs, il fait « Billy Jean » avec une précision qui coupe le souffle, il fait le moonwalk comme si le sol était en glace, il chante « Man in the Mirror » et sa voix se brise le silence, il regarde les danseurs, il les prend dans ses bras un par un, il dit « I love you more », il dit « On y est presque », il dit « C'est pour vous, c'est pour les fans, c'est pour le monde ». Kenny Ortega pleure en coulisses, il sait que c'est la dernière fois, il le sent dans ses tripes, il voit dans les yeux de Michael quelque chose d'étrange, une paix, une acceptation, comme si Michael savait déjà, comme si Michael disait adieu sans le dire, la répétition finit à minuit, Michael serre tout le monde dans ses bras, il monte dans sa voiture, il rentre, il dit à son chauffeur « Je suis heureux ce soir ». Et c'est la dernière fois que le monde le verra danser. 23 juin 2009, soir. La dernière fois que le monde a vu Michael Jackson danser. Le Staples Center est plongé dans une pénombre bleutée, les projecteurs sont encore froids, les gradins vides résonnent comme une cathédrale abandonnée, il est 21h30 et quelques quand il franchit la porte de service, il a mis 3 pulls l'un sur l'autre bien qu'il fasse 30 degrés dehors, ses doigts sont glacés, il sert un gobelet de thé au jasmin qu'il n'a pas bu, il marche lentement, presque en glissant, comme s'il économisait chaque pas, il monte sur scène, les danseurs l'attendent en silence, personne n'ose parler, il enlève son manteau, il reste en chemise blanche trop grande, on voit ses côtes, on voit ses clavicules, on voit la fragilité de son squelette, il met le micro à l'oreille, il ferme les yeux une seconde, il inspire, et quand la première note de « Wannabe Startin Something » tombe il se passe quelque chose d'impossible à décrire, son corps se redresse comme si une main invisible le tirait vers le ciel, ses épaules s'ouvrent, son visage s'illumine, il sourit avec les yeux avant les lèvres, il commence à bouger et c'est comme si le temps reculait de 25 ans, chaque pas est net, chaque rotation parfaite, chaque coup de bassin précis, il fait le cercle avec les hanches comme en 1983, il fait le kiko comme en 1993, il fait le spin comme si la gravité n'existait plus pour lui, il attrape le micro, il chante la première phrase et sa voix sort claire, puissante, vibrante, sans une faille, les danseurs autour de lui retiennent leur souffle, il pleure déjà sans savoir pourquoi, il enchaîne « They don't care about US » et là c'est la guerre. Il frappe le sol avec une colère qu'il n'avait plus montrée depuis des années, il tape dans ses mains, il pointe le doigt vers le ciel, il hurle le refrain comme s'il accusait le monde entier, il fait « Smooth Criminal » en penchant à 45 degrés sans trucage, il fait « Billy Jean » et chaque note est un diamant, chaque pas un éclair. Il termine par « Man in the Mirror » et là il s'arrête au milieu de la scène, il regarde le vide devant lui,
Il ouvre grand les bras comme s'il voulait embrasser 60 000 personnes invisibles. Il chante la dernière phrase, Make that change, la voix qui se brise d'émotion. Il reste là, immobile, les bras ouverts. Les larmes coulent sur ses joues sans qu'il cherche à les cacher. Il baisse lentement les bras. Il regarde chaque danseur. Il les prend un par un dans ses bras. Il murmure à chacun. God bless you, I love you. Il descend de scène. Il remet son manteau. Il dit au chauffeur, I'm happy tonight. Il monte en voiture. Il ferme les yeux. Et personne ne sait que c'était la dernière fois. La toute dernière fois que Michael Jackson a dansé sur cette terre. Octobre 2009, This Is It, le film qui devient un requiem. 4 mois plus tard, les images de cette nuit du 23 juin sortent dans les salles sous le titre This Is It, et dès la première seconde le monde entier comprend qu'il assiste à quelque chose de sacré et de maudit à la fois. On voit Michael arriver en manteau, on voit ses mains trembler légèrement quand il enlève son chapeau, on voit son sourire fatigué, puis on voit la métamorphose, on voit le génie se réveiller, on voit le feu qui brûle encore dans ses yeux, on voit chaque pas, chaque note, chaque respiration, on entend sa voix qui demande doucement « Quand we have a little more light on a left please ». On entend son rire quand un danseur rate un pas, on entend sa voix qui se brise quand il chante « I'm starting with the man in the mirror ». On voit les larmes qui coulent sur les dernières minutes, on voit les câlins, on voit les « I love you more ». On voit l'adieu qu'il n'a pas prononcé mais que tout le monde comprend maintenant. Les fans sortent des cinémas en sanglots, ils restent assis jusqu'au générique de fin, ils pleurent dans les couloirs, ils s'enlacent entre inconnus, ils achètent 10 places pour revenir le lendemain, ils regardent le film encore et encore comme on regarde une messe funéraire. Ils pleurent parce qu'ils voient qu'il était prêt, qu'il était magnifique, qu'il avait encore tout, qu'on lui a volé sa rédemption, qu'on lui a volé 50 concerts, qu'on lui a volé la possibilité de dire au revoir proprement. Et ce film devient le plus grand succès documentaire de l'histoire, mais personne ne célèbre, personne ne rit, tout le monde pleure. Parce que c'est tout ce qu'il nous reste, 90 minutes de génie volé, 90 minutes d'un roi qui danse une dernière fois avant de s'éteindre. Les enfants, Prince, Paris, Blanquet, les orphelins du roi. Prince a 12 ans quand il monte l'escalier ce matin-là, il entend Murray hurler, il court, il pousse la porte, il voit son père allongé, inerte, les yeux fermés, la peau grise, il hurle « Papa ». Il se jette sur lui, il essaie de le secouer, il pleure, il crie, il frappe le torse de ses petits poings, il ne comprend pas encore que c'est fini. Paris arrive derrière, 11 ans, elle voit la scène, elle s'effondre par terre, elle hurle comme une bête qu'on égorge. Elle rampe jusqu'au lit, elle prend la main de son père, elle la serre, elle répète « Papa réveille-toi, papa je t'en supplie ». Elle pleure si fort que sa voix se casse. Blanquet, 7 ans, reste dans le couloir, il tient son doudou, il demande pourquoi tout le monde crie. Puis il voit, et il pleure sans bruit, des larmes énormes qui coulent sur ses joues rondes, ils perdent leur père, leur protecteur, leur monde entier, celui qui leur mettait des masques pour les cacher des photographes, celui qui leur faisait des pancakes en forme de cœur, celui qui leur chantait You are not alone pour les endormir, celui qui disait Je vous aime plus chaque soir. Ils perdent tout ça en une seconde, ils deviennent les orphelins du roi, ils grandissent avec des photos, des vidéos, des souvenirs qu'ils chérissent comme des reliques. Paris portera le bracelet jade jusqu'à la fin de ses jours, Prince deviendra silencieux, protecteur, presque invisible. Blanquet s'enfermera dans un monde à lui, mais tous les trois porteront cette douleur comme une seconde peau, la douleur de ne pas avoir pu dire au revoir, la douleur de ne pas avoir compris que c'était la fin, la douleur de grandir sans le seul homme qui les aimait plus que tout, et le monde les regardera toujours comme les enfants du roi, les enfants qui ont tout perdu, le plus aimé et le plus perdu. Aujourd'hui, 2025, le roi n'a pas vieilli. Aujourd'hui Michael aurait 67 ans, mais il n'a pas pris une ride, il a toujours 30 ans dans Thriller, 25 dans Bad, il est figé dans le temps, il est immortel, il danse encore dans les salons quand on met la musique, il fait hurler les stades dans les souvenirs, il fait pleurer les nouvelles générations qui découvrent Beat It pour la première fois, il est dans chaque enfant qui copie son pas, dans chaque danseur qui tente le moonwalk, dans chaque chanson qui passe à la radio et qui fait monter les larmes, dans chaque concert hommage où des milliers de personnes lèvent les bras en criant « Michael ». Il est dans les yeux de Paris quand elle parle de lui, dans le silence de Prince, dans le sourire timide de Blanquet, il est dans les milliards de vues sur YouTube, dans les documentaires, dans les livres, dans les tatouages, dans les larmes des fans qui n'étaient même pas nés en 2009, il est dans la lune où il moonwalk chaque nuit, il nous regarde, il
nous aime encore, il n'est pas mort, il ne mourra jamais. Merci Michael, merci d'avoir tout donné jusqu'à la dernière goutte de lumière. Merci Michael d'avoir dansé quand tes os te suppliaient d'arrêter, merci d'avoir chanté avec une voix qui tremblait de douleur, merci d'avoir souri quand ton cœur pleurait, merci d'avoir aimé tes enfants plus que ta propre vie, merci d'avoir voulu guérir le monde alors que le monde te détruisait, merci d'avoir donné chaque parcelle de ton âme jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, merci pour chaque moonwalk qui nous a fait rêver, pour chaque « et » qui nous a fait rire, pour chaque larme que tu as transformée en espoir, merci d'avoir été le roi, merci d'avoir été humain, merci d'avoir été toi, merci d'être toujours là quand on appuie sur play, merci Michael, tu es le King of Pop pour toujours, et tu le seras jusqu'à la fin des temps.